Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir. Donc, on vous propose, comme ce qui avait été annoncé le mois dernier, donc un grand voyage dans le temps cette fois-ci, une plongée de 45 millions d'années dans le temps, à la découverte donc de la Champagne aux Lutétiens. Et donc pour cette conférence, nous avons la joie d'accueillir donc Frédéric Houchard. Alors si vous connaissez la cave au coquillage, vous l'avez sans doute croisée plusieurs fois parce qu'elle est guide, elle officie là-bas, elle anime aussi les ateliers. Donc c'est une grande fierté pour nous d'avoir Frédéric ce soir avec nous, qui connaît aussi très bien nos collections. Et nous avons la joie aussi d'accueillir Monsieur Thierry Dupin, donc paléontologue et auteur de cet ouvrage, Le Lutétien moyen. Donc il connaît extrêmement bien évidemment cette période et il aura l'occasion de vous en parler tout au long de cette conférence et on reviendra aussi sur cet ouvrage à la fin. Donc on est parti pour, vous avez l'habitude maintenant, pour une conférence d'1 heure, suivie d'une séquence de questions. Donc voilà, donc si vous avez des questions, vous les notez et on en reparle à la fin. Bonne conférence et à plus tard. Merci. Bien, mesdames, messieurs, merci d'être présents. On va vous faire grâce quand même de la géologie mondiale, qui est un vaste millefeuille, et on n'en sortirait jamais. Donc on va rester effectivement concentré sur la partie qui nous intéresse ici en Champagne, qui est le Lutétien, qui occupe beaucoup la région, qui est omniprésent sur les coteaux champenois. Et nous allons vous parler de ce qui s'y est produit, sachant que c'est une période qui remonte donc 45 millions, c'est déjà énorme en soi, donc, mais ça représente environ 6,5 millions d'années, donc c'est quand même pas rien. Avant ça, il y a eu des transgressions marines, des régressions marines, et avec son lot d'animaux qui ont colonisé le paysage à la fois marin et terrestre. Donc à partir du Crétacé qui occupe actuellement les vallons de Champagne, la fameuse craie, jusqu'à mi-coteau où l'on retrouve ces fameux sables quand on sait être attentif au moindre trou de blaireau par exemple ou de fouilles d'amateurs, où l'on découvre des coquilles qui sont admirablement bien conservées et qui donnent un très bel aperçu de cette faune qui est très proche de l'actuelle, je tiens à le préciser. Ça a beau être aussi ancien, la situation n'a guère évolué depuis, à part quelques morphologies qui ont fait les changements et qui ont donné les animaux que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, on va faire plusieurs petits arrêts sur notamment les espèces emblématiques qui caractérisent le lutétien. Donc là, on a un petit aperçu d'une de ces espèces. Et si vous avez déjà visité le musée, voilà, juste à côté, on a aussi un très bel aperçu de ce que c'était la Champagne au lutétien, avec le bloc donc, issu de la cave au coquillage. On a donc là prélevé directement dans nos sables un morceau du sol et de l'environnement et de sa faune, donc que composait la Champagne au lutétien. Donc avant ça, on va resituer chronologiquement, géographiquement ce que c'est le lutétien. Donc comme on vient de le dire, malgré que ce soit 45 millions d'années derrière nous, climatiquement parlant, on est sur les tropiques, donc voilà, on va oublier un petit peu les fraîcheurs de ce matin encore, par exemple, mais voilà, globalement, on est sur un climat exotique tropical sur l'ensemble de la planète, et puis avec les continents qui commencent à prendre aussi leur place qu'on leur connaît actuellement. Donc voilà, on va progressivement se rapprocher donc, de la Champagne ou lutétien. Alors là, vous voyez effectivement, les zones claires, ce sont des zones plutôt des milieux marins peu profonds, à savoir que absence de pôle, donc le niveau marin forcément est beaucoup plus haut. Donc vous voyez la période du lutétien, c'est entre 47,8 millions d'années à 41,3 millions d'années. Et donc pour nous, la Champagne, on est concerné par le lutétien moyen, puisque donc il y a plusieurs phases de ces étages géologiques. Nous, on est concerné par le lutétien moyen, donc c'est lutétien inférieur, moyen, supérieur. Le lutétien inférieur n'est pas concerné, enfin, en tout cas pour la cave au coquillage, est très peu pas concerné. Donc nous, on va vraiment se fixer sur le lutétien moyen. Donc voilà, on se rapproche un petit peu de l'Europe, de la France. Donc là, on voit un petit peu donc, avec cette carte comment cette mer tropicale venait border notre territoire. Donc la mer lutétienne couvrait tout le bassin parisien. C'est de là d'ailleurs qu'on tire le nom de lutétien.
voilà, de l'enseignement de Paris qui est Lutetia. Donc voilà, Lutétien, Lutèce, puisque la stratigraphie, la géologie a pris ses bases. Le Lutétien a été caractérisé dans la région parisienne, voilà, sur deux sites. Saint-Maur-les-Mélos et Saint-Leu-d'Esserand, voilà, si vous connaissez la région parisienne, voilà, c'est dans ces secteurs-là que le Lutétien a géologiquement été caractérisé au niveau de ses couches géologiques. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le Lutétien. D'animaux, de ce qu'on appelle le zooplancton, d'animaux calcaires qui sont déposés au fond. On fait ce calcaire qui s'est empilé comme un millefeuille et qui a fait masse et qui s'est solidifié par la suite. Ici, on était vraiment sur l'extérieur et les argiles qui sont venues se déposer par la suite ont permis leur conservation. Voilà, donc on est dans un milieu marin peu profond, on est à une période, donc, comme l'a dit Frédéric, tropicale, les eaux devaient avoisiner les 26 degrés. Pas bien. On avait affaire à une végétation de mangroves, etc. Bon, on va regarder ça par la suite. Et à savoir que quand même, au niveau de la faune marine, il y a eu des migrations de ce qu'on appelle les larves d'animaux, hein, qui font des œufs, les œufs ils éclosent, et ça devient des larves véligières, c'est-à-dire qu'elles flottent, elles nagent, elles sont poussées par les courants. Et puis elles sont arrivées par on va dire la paléomanche, et ont atterri dans le bassin de Paris, en l'occurrence la grosse coquille sur laquelle on va revenir. Donc voici une vue beaucoup plus explicite, si tu veux en parler. Voilà, donc quand on parle de mer peu profonde, on va se situer entre 20 et 30 mètres de profondeur. Tout le bassin parisien couvert. Nous, on est à l'extrémité est du bassin parisien, ce qui fait qu'on va du coup plus précisément se situer un petit peu en dessous du niveau de la plage, du rivage de cette mer tropicale. Et puis, comme on vient de le mentionner, un paysage lagunaire, mangrove, lagune. Donc on voit aussi là sur la carte des petites résurgences de terre. Et donc une mer qui se terminait en delta, comme on pourra le voir là, je crois, juste après, sur la diapo. Voilà, vraiment. Alors, pas tout à fait. Une cartographie juste à poser sur une reconstitution des rivages de l'époque. Donc voilà ce que ça pouvait donner en gros. Donc sur la partie droite, ce sont des lacs, des vastes lacs qui rejoignaient le plateau de la Brie. Donc c'est de l'eau douce. Les estuaires, et sur la région de Reims-Épernay, c'était un estuaire très très vaste avec de multiples cours d'eau qui venaient se déverser dans cette mer tropicale. Donc voilà, désolé à Épernay, mais vous n'étiez pas encore dans la mer. Vous êtes vraiment là sur l'estuaire, on le voit à nous, à Fleury-la-Rivière, à la cave aux coquillages, entre autres. Là, on était vraiment plus dans ce contexte marin, bien aquatique. Pour vous donner une idée, voilà ce que ça pouvait donner. Voilà. La Champagne, il y a 45 millions d'années. Épernay se trouve voilà, sur les bras. Alors ici, on a une construction du faciès sur la période justement du Lutétien. Alors au départ, il y avait une forte érosion des sols terrestres, hein, avec les vents, effectivement. Et puis il y a eu plusieurs transgressions marines. La mer a reculé, imaginez sur des millions d'années, ça ne sera pas un claquement de doigts. Elle est revenue, elle est repartie, elle a déposé ses sables et ses micro-organismes jusqu'à ce que
Voilà, donc Faciès laguno-marin, donc c'était vraiment tapissé, hein, c'était un herbier sous la mer, donc autant voilà, au niveau des mangroves, des algues, et donc au niveau végétal et animal, hein, c'était un herbier. On a une densité, on reviendra dessus tout à l'heure, mais une densité, une diversité d'espèces de mollusques entre autres. Nous, à la cave au coquillage, on compte pour le moment 330 espèces différentes, sans compter donc, ce qu'on n'a pas encore référencé. Donc voilà, ça donne voilà, tout un aperçu de cette vivacité et de cette diversité, donc autant animale que végétale, bien que le côté végétal, on le connaît un peu moins. C'est moins bien représenté, moins bien conservé, en tout cas pour ici. Mais voilà, de temps en temps, on a la chance d'avoir quelques éléments d'empreintes de plantes, d'algues, un petit peu d'éléments d'algues, oui, d'algues, on le verra tout à l'heure. Mais ça, c'est à l'échelle microscopique, hein. Là, on a mis des belles images. Mais nous, ce qu'on trouve en termes de végétation, c'est microscopique. Donc voilà. Alors, dans ce milieu, on peut considérer que c'était une vaste nurserie pour un tas d'espèces, que ce soit des poissons, des sélaciens, les céphalopodes aussi, hein, donc il y avait quand même Dinocyle, perduré dans le temps, l'ancêtre de la monite. Il y avait bien évidemment l'allodore des brouteurs et des carnivores, comme tout un chacun dans la chaîne alimentaire. On va avoir un petit aperçu donc des coquilles que l'on peut trouver ici dans la région. Donc ce fameux campanile, c'est la coquille phare de l'étage, hein, de la couche. C'est le plus gros gastéropode que la Terre ait porté, mine de rien. Parce que si on pouvait dérouler ces nombreux tours, on atteindrait près de 3 mètres, ce qui n'est pas rien. Ce qu'on appelle également du coup un fossile directeur, puisque cette espèce-là caractérise très bien une période chronologique donnée. Donc, c'est-à-dire que si vous vous baladez dans les vignes, ou même du coup dans le bassin parisien, où là on aura un état de conservation qui sera moindre, nous, le caractère exceptionnel de la vallée de la Marne, de Fleury-la-Rivière et du secteur de Damery, c'est l'état de conservation des fossiles. En fait, des fossiles donc, qui ont 45 millions d'années, donc c'est comme ça qu'on les caractérise de fossiles. Mais au niveau de la composition, de la structure, il n'y a pas eu ce processus et cette minéralisation, il n'y a pas eu cette fossilisation, ce changement de matière. Donc on a la coquille d'origine du lutétien d'il y a 45 millions d'années. Donc je reviens sur la notion de fossile directeur. Voilà, si vous trouvez un campanile gigantium, donc là du coup ce sera plus sur le secteur vallée de la Marne, vous êtes sûr que vous serez sur du lutétien moyen, donc 45 millions d'années. Donc après, sur le bassin parisien, on n'aura que l'empreinte interne de la coquille, mais on sera aussi voilà, sur une partie au moins du lutétien moyen du côté du bassin parisien. Alors, la paléontologie est une science qui a été reconnue au XIXe siècle. On va vous faire grâce de toute la liste des spécialistes, des gens de renommée. Hein. Campanile, d'où vient l'origine de ce nom? En fait, il vient tout simplement d'Italie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait allusion au clocher italien, avec les petites costumes qu'on trouve tout autour, et où le lutétien était tout aussi bien représenté. Alors il y avait dans cette faune, bien évidemment, marine, c'est quelques exemples, parce que la liste est tellement exhaustive qu'on y passerait la nuit. Donc il y avait du requin. Celui-ci est très proche c'est un requin taureau, mais très proche de son ancêtre, le Striolamna, du lutétien. Alors évidemment, on a trouvé quand même des dents de requin dans tous ces sables. Petites dents, donc ce qui nous montre aussi la faiblesse de hauteur du niveau marin, parce qu'ils n'osaient pas trop s'aventurer, les oisillophiles, dans la trouver d'algues, de chenaux, parce qu'il y avait beaucoup de chenaux, c'était très changeant, avec les courants marins, il y avait des dunes sous-marines. Voilà, donc c'était plutôt la notion de nurserie. On avait aussi ce qu'on appelle, ça c'est une espèce actuelle, mais qui n'a guère évolué depuis le lutétien, c'est ce qu'on appelle l'apogon, qu'on retrouve aujourd'hui en Méditerranée. Un joli petit poisson rouge, qui au départ vivait à 70 mètres de profondeur et qu'aujourd'hui on retrouve dans Mélomas cultivar, on peut le retrouver sur la côte. Donc ça c'est l'ancêtre de la dorade, c'est une reconstitution en résine pour la cave au coquillage, c'est ce qu'on appelle le starus, entre le sar et la dorade. Reconstitution faite par Monsieur Thierry Dupin. On ne l'a pas dit, mais voilà. On a aussi le nautile, qui coupait. le nautile de reconstitution de l'époque.
pas. Alors nous les nautiles, alors là, ce qui caractérise la coquille des nautiles, nous on en a à Fleury pas beaucoup puisque c'est fort fragile, c'est-à-dire que l'intérieur de la coquille des nautiles est cloisonné. Donc c'est-à-dire qu'à la mort de l'animal, quand les parties molles vont disparaître, vu que c'est cloisonné, ça va pas se remplir de sable et du coup avec le poids des sédiments, les coquilles vont s'écraser. Donc souvent nous les nautiles, on les a à l'état fragmentaire. On a très rarement des coquilles complètes. Mais voilà, le peu de coquilles qu'on a, c'est encore une nacre. Enfin, on pourrait faire des bijoux avec. Hein. Et... Et ce qui nous permet de déterminer un petit peu les espèces qui étaient présentes ici. Donc là, je reviens pour les poissons en tout cas. Alors, on n'a pas les ossements des poissons, c'est cartilagineux. Donc pour ici, ça ne s'est pas conservé. Ce qu'on a de conservé des poissons, nous, c'est l'os de l'oreille interne. Donc ce qu'on appelle des otolithes, c'est l'équivalent de notre petit marteau, nous, dans notre oreille. Donc c'est des concrétions minérales. Et chaque otolithe est caractéristique de chaque espèce. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'otolithe, qu'on va un petit peu étudier ça, on va pouvoir normalement déterminer à quelle espèce ça appartenait. On peut même déterminer plein d'autres choses hein, à partir de ces choses, de ces petits éléments. Les otolithes, c'est, alors, je vais faire un peu un raccourci, mais c'est pas comme nos cernes des arbres à nous, mais ça enregistre un peu la croissance des animaux et puis le contexte environnemental dans lequel ça a vécu. Donc voilà, quelque chose pareil, ça fait quelques millimètres, hein, c'est pas très grand. De quelque chose qui font à peine quelques millimètres, on peut déterminer donc non seulement l'espèce et puis l'environnement dans lequel ces animaux-là ont vécu. Oui. Oui, du coup. Rostre. De sèche. Un petit peu disparu. Du coup, je vais faire là un petit arrêt sur cette diapo pour en profiter pour vous faire passer du coup des fossiles, puisque donc on a une diversité d'espèces, mais aussi on a une concentration d'espèces. Hein, déjà rien que sur la diapo, il y en a déjà pas mal. Donc on en a beaucoup, donc on s'est permis de pouvoir vous en ramener, que vous puissiez les manipuler pour se rendre compte de la conservation. Hein, j'en parlais. On n'est pas sur l'état de fossile au sens strict du terme, comme on l'entend aujourd'hui. On est sur la coquille d'origine, donc à la manipulation. Vous aurez peut-être l'impression de manipuler un coquillage actuel. Voilà, j'ai aussi sélectionné certaines coquilles qui sont encore colorées, brillantes, et puis pour voir vraiment, surtout là, moi c'était au niveau de la texture, hein, que je voulais que vous vous rendiez compte qu'on a l'impression voilà, de manipuler des coquillages d'aujourd'hui, alors que donc, ce que vous allez toucher, ça a bien 45 millions d'années.
là, ça dépasse pas les quelques centimètres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le lutétien dans sa globalité, ici dans la région, on était à combien d'espèces environ de découvertes, quelques centaines, mais au total, c'est plus de 3000 espèces de coquilles. Donc à partir de la première transgression au lutétien inférieur jusqu'au lutétien supérieur. Alors sur l'autre côté, du côté de, par exemple, sur les Yvelines, par exemple, de l'autre côté, ou pas dans l'Oise, dans le Vexin, on retrouve aussi des coquilles bien conservées. Et l'origine du campanile, qui est arrivé par là, avec des juvéniles, c'est-à-dire des petites coquilles qui mesuraient entre 5 et moins de 10 cm. Ça veut dire qu'ils ont parcouru quelques kilomètres pour arriver jusqu'ici et devenir les géants que nous avons aperçus. On va y revenir. Alors, voilà. On va avoir un petit aperçu de la faune terrestre. Voilà, parce que donc situé mer peu profonde, situé pas très loin du rivage. Donc nous, voilà, sur Fleury, etc., on est donc bien connu, caractérisé pour les mollusques, les coquillages, hein, c'est ce qu'il y a plus de représentatif, c'est ce qu'on trouve le plus. Mais donc on a un petit peu aussi la chance d'avoir quelques éléments d'animaux vertébrés, en tout cas terrestres. Donc là, voilà, on a fait un petit choix d'un aperçu de cette faune terrestre donc, qui évoluait du coup sur les bordures de cette mer tropicale. Donc là encore, on peut s'imaginer tout ce paysage animalier dans notre secteur au lutétien. Donc ça va des pachydermes aux petits chevaux, jusqu'à des crocodiliens un petit peu, puisque voilà, des canidés, les ancêtres du tapir aussi. Donc voilà, vraiment pour un aperçu tropical exotique, c'est pas demain la veille qu'on verra des tapirs par ici. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu vraiment un visuel de ce à quoi ça devait ressembler. Un petit peu de tortue, oui, j'ai entendu. Oui, il y a de la tortue marine et de la tortue lacustre et du crocodilien aussi sur les nombreux lacs qui bordaient la Champagne. Petite allusion à la faune, précision concernant les équidés qui sont les chevaux, à savoir que c'était des ongulés, ils n'avaient pas un sabot unique comme aujourd'hui, mais ils avaient 3 doigts. Donc 3 gros ongles qui au fil du temps se sont soudés. Et à savoir qu'ils n'étaient pas très grands, ils mesuraient 40 cm au garrot. Donc c'était encore des nains. Il y a aussi l'ancêtre des hyènes d'aujourd'hui, qui sont des canidés, donc des prédateurs, des carnivores. Les mastodontes, voilà, et donc là devant, c'est ça, c'est un petit cheval, si on peut le dire. Donc pour les noms scientifiques un peu barbares à donner mal à la tête ce soir, on sera sur Propaleotherium ou Propagillonopus. Voilà, si ça vous intéresse un peu de chercher Mais voilà, c'était vraiment des tout petits chevaux, hein, comme on l'a dit. Donc là, pareil, au niveau des vestiges qu'on trouve, nous, à Fleury, on a un petit peu donc, de ces fossiles-là, et ça se limite également à des éléments dentaires. C'est ce qui se conserve le mieux, donc on a parfois la chance d'avoir des petites molaires, donc entre autres de l'ancêtre du cheval et de l'ancêtre du tapir, là, dont on a parlé à l'instant. Voilà, que voilà. Donc l'ophiodon, lui, pour son petit nom. On l'a d'ailleurs récemment, on a retrouvé une incisive. Il faudra qu'on détermine ça, mais voilà, une incisive du tapir. Là, à Fleury. Donc là, je crois que c'est la plus belle grosse dent, en tout cas, qui n'est pas une molaire, parce que souvent on a des molaires, et là on est sur une incisive de cet animal-là. Alors cet animal-là, c'était pas un carnivore, bien évidemment. Son représentant actuel se nourrit principalement de fruits, de quelques végétaux et d'insectes. Voilà. D'où les fameuses molaires pour broyer tous ces aliments-là. Les canines pour se saisir de ses proies. Alors, un animal effrayant qui courait nos campagnes, que l'on nomme le diatrima ou plus encore le gastornis,
qui était un oiseau coureur prédateur, carnivore. Le lutétien, c'est une période où les oiseaux mangeaient les chevaux. Concrètement, voilà, 1,75 m voire plus pour ces animaux-là. Donc là, on a une illustration. Donc faut imaginer, alors une autruche, je sais pas, voilà, je ne connais peut-être pas assez en autruche, mais voilà, un oiseau de la taille d'une autruche avec un bec de perroquet. Donc ça pouvait couper n'importe quoi. Donc là, on le voit, ça se nourrissait de chevaux, comme je le disais. Et donc là, la chance est que le musée a un moulage d'une cheville de cette espèce-là. Et donc c'est une pintade, c'est ça? Voilà, à côté pour la différence. Donc ça, c'est de l'oiseau aussi. Hein. Donc voilà. Donc voilà, il faut imaginer l'animal derrière ça. Alors quand on dit un bec de perroquet, savoir qu'un perroquet, la pression est énorme. Et il broie en un coup une noix de cajou. Imaginez celui-là. La tonne au centimètre carré. Donc c'est un oiseau coureur, doté de pattes puissantes. Les plumes, effectivement, avec les proto-ailes, comme la poule, qui ne servait pas à voler bien évidemment, lui servait d'appui dans l'air pour pouvoir bifurquer à grande vitesse, tout simplement. La queue pouvait faire balancier pour sauter aussi. C'est, on va dire, le descendant des, ce tout le monde connaît, le vélociraptor. Les derniers représentants vivaient aux Nouvelles-Hébrides ou à Madagascar. On les appelait les Moas. Ils ont été décimés par les Anglais au XVIIe siècle. Donc voilà, c'était les tropiques, ça devait être agréable voilà. En termes de climat, environnement, mais voilà, il y avait aussi voilà, ça pouvait être aussi voilà, dangereux. Mais l'homme n'est pas encore présent à cette période-là, donc puisque nous on est tout jeunes, hein, on va dire qu'on a 2 millions d'années à peine, donc voilà, aucune présence humaine à ce moment-là, mais voilà, voilà c'est ça. Donc voilà un petit aperçu sur la faune, c'est tellement exhaustif qu'on va débattre là-dessus des heures. Voici une vue que tout le monde connaît mieux déjà, et là pour vous montrer un petit peu la situation des affleurements du lutétien sur la partie droite. Suite à un bel orage, il y a eu effectivement une rigole qui s'est créée dans le vignoble et où on pouvait ramasser les coquilles qui ont été brassées et sorties naturellement par l'érosion du sous-sol. Là, on est vraiment à mi-coteau où cette couche sableuse est très très bien représentée. Voilà, parce que donc le lutétien moyen est conservé, très bien conservé en Champagne ici, donc sur la vallée de la Marne, donc voilà, à partir de Damery, enfin un petit peu avant. Donc voilà, c'est le secteur de Damery. Et quand on parle de la concentration et de la densité des fossiles ici, en tout cas pour ce qui concerne toujours les coquillages, voilà, vous allez dans le secteur de Damery, vous allez dans les vignes, et puis il n'y a pas grand-chose à faire hein, pour trouver ces coquillages-là. Donc là en plus, quand il y a des orages, ça facilite encore la tâche, mais il n'y a qu'à se baisser pour pouvoir glaner des fossiles. Puisque donc on a ce gisement, ce dépôt géologique de sable, donc lutétienne, donc qui est conservé sur un front de 15 km du nord au sud, donc sur le secteur de Fleury-la-Rivière, voilà, vallée de la Marne. Avec une puissance de 15 mètres d'épaisseur, ce qui n'est pas rien. Voici ce qu'on appelle l'ancien site connu des premiers paléontologues, le fameux ravin de Damery, où malheureusement il y a eu des décès. Les imprudents ont creusé en dessous pour aller chercher la grosse bête tant convoitée, malheureusement. Voilà, aujourd'hui, le site a été arasé, évidemment, question de sécurité. Donc ce gisement fossilifère, c'est ce qu'on appelle un tuffeau, enfin donc géologiquement est reconnu hein, le tuffeau de Damery. Donc le tuffeau, pour le définir, c'est une roche tendre poreuse, ici en l'occurrence sableuse, voilà, c'est un calcaire sableux, mais du tuffeau, voilà, ça peut être aussi volcanique hein, du côté voilà, de l'Italie, le tuf volcanique. Donc là on est sur des roches tendres, donc suffisamment tendres, on peut en faire un peu ce qu'on veut, suffisamment dur, on peut aussi en faire ce qu'on veut. La preuve qu'est la cave au coquillage, on a pu faire de belles galeries, mais donc voilà, ça reste une roche poreuse tendre,
sur laquelle il faut faire attention si on fait des démarches de fouilles qui normalement sont soumises à autorisation aussi. On ne vous incite pas à aller fouiller. De toute façon, voilà, c'est assez peu accessible et voilà, c'est aussi soumis à quelques risques. Alors, hormis ce sable qui est présent, puisque comme aujourd'hui sur les plages, du sable il y en a, mais quand on regarde la microfaune, il n'y a pas que du sable, c'est très très vaste. En microfossiles, il y a tout ce zooplancton dont je vous parlais, de foraminifères, de diatomées, et tout le lot d'animaux qui nagent dans les eaux, qu'on ne perçoit pas nous quand on va se baigner, mais qui sont bien présents, et qui se déposent progressivement à la vitesse de la poussière sur un meuble. Donc imaginez la géologie mondiale, le Crétacé sur les falaises d'Étretat, et j'en passe et j'en passe. Donc les 15 mètres de puissance ici dans la région, et quand on parlait de 6,5 millions d'années, voilà, on est vraiment dans les clous, mais ça représente énormément de dépôts, mine de rien. Voilà, donc parce que on a tout ce qu'on voit, on a vu on l'a pas encore vu en détail, notre grand escargot qui fait jusqu'à 60 cm, mais on a tout ce qu'on voit pas en termes aussi d'animaux. Donc on vient de l'évoquer, des microfossiles. Voilà. Donc voilà, tout ce qu'on voit pas et qu'on va pouvoir révéler à l'aide d'une étape qu'est le tamisage. Donc on va tout simplement en venir laver, tamiser le sable pour révéler ce monde du tout petit qu'il ne faut pas oublier ni négliger, puisque les microfossiles vont être pour nous ce qu'on appelle des bio-indicateurs, donc ce qui, après étude, notamment c'est le cas pour les foraminifères, vont nous aider un petit peu à mieux comprendre les paléo-environnements, paléoclimats, donc les environnements et les climats du passé. Donc on a, oui. Donc là on est sur plutôt les plus grands, nos grands mollusques, les campaniles en place, donc ce qui fait aussi la particularité du secteur de Fleury-la-Rivière entre autres, c'est d'avoir pu aménager, laisser en place les fossiles là où ils ont été trouvés et de ce fait montrer en fait la faune dans son contexte environnemental, on va dire, d'origine. Alors, effectivement, on le retrouve un petit peu pas mal dans la région, du côté de Boursault aussi, sachant qu'au-dessus, nous étions sur des plateaux qui étaient occupés par des lacs, sur lesquels on a retrouvé quelques fossiles de conifères. Donc à l'époque, il y avait bien du conifère. Et cet animal, il arrive de l'ouest tout simplement, à pied. Donc imaginez le déplacement, et on va voir en détail un petit peu les causes, les incidences que ça a eu sur sa morphologie. Alors le voici ici en version intacte, dégagé de sa gangue. Et le voici ici en version épigénisée, c'est-à-dire transformé en pierre. Donc dans une zone marine beaucoup plus profonde, où le sédiment et le calcaire ont été beaucoup plus présents, plus longtemps. Et nous avons deux faciès. Nous avons le premier du haut qui est un moulage total interne, donc un vide laissé qui s'est rempli. Et en dessous, c'est le sable qui a rempli la coquille, qui s'est durci, qui a fossilisé, et la coquille qui, elle, s'est complètement dissoute. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont les fameux vérins des carriers de l'Oise. Donc le voilà. Donc ça c'est vraiment en fait l'empreinte de l'animal. Donc à la mort de celui-ci, voilà, les parties molles se sont décomposées, ont disparu. La coquille s'est remplie de sable fin. Sable fin là, c'est comme on vient de dire, c'est minéralisé, fossilisé. La coquille autour, elle complètement disparue. Et donc voilà, souvent, on va retrouver plus les mollusques sous leur forme comme ça d'empreintes et de moules internes. Donc jusque dans les catacombes de Paris, on peut avoir le campanile comme ça sous sa forme d'empreintes et de moules internes. Oui. Donc voici un juvénile. Alors celui-là, il a été découvert dans le Vexin. Il mesure 6 cm. On peut remarquer effectivement l'ornementation qui est perlée, admirable, avec les petits sillons, comparé à l'adulte qui est à gauche. Alors lui, il est tout neuf, tout bébé, et sachant qu'il a migré jusqu'à ici pour devenir le monstre que l'on retrouve dans le secteur. Alors, en voici un actuel, c'est ça, une espèce actuelle, donc qu'on trouve en Australie. C'est le descendant. Bon, il ne mesure plus que 20 cm, mais ce qui est déjà pas mal. Donc voici le tableau, en fait, complet de l'origine de cette espèce. Donc ça remonte au Crétacé inférieur, donc au Cénomanien,
jusqu'à nos jours, à l'époque actuelle. Donc au milieu, vous avez la liste représentative de toutes les variantes de cette coquille. Donc à droite, on voit bien sur la coquille un résidu de corail. Donc on était bien dans une zone tropicale. Donc le restant a dû sauter au dégagement, mais ça montre bien que ces coquilles, le jour, comme c'est des animaux qui devaient fouiner la nuit, devaient être semi-enterrés la journée. Parce qu'on a eu quelques représentations de coquilles qui sont criblées de trous sur une seule face. Et ça, c'est dû à une éponge dont ses racines ont perforé la coquille pour s'accrocher, ou des huîtres, entièrement colonisées par des huîtres. Donc forcément, une huître, au départ, c'est une petite larve. Ben, elle s'accroche à ce qu'elle peut. Sur du sable, ça ne marche pas trop bien. Une coquille, une branche, c'est parfait. Donc voici un petit peu les dégâts qu'ont pu faire cette fameuse éponge qu'on appelle la Clionia, qui existe aujourd'hui. Alors là, le petit aparté, c'est pour vous expliquer la migration. Nous avons ici des apex, donc des pointes de ce campanile, la protoconque, le début. En bas à droite, une partie juvénile où on voit bien l'usure du déplacement, du frottement sur le sable, sur des, je ne sais pas combien de kilomètres pour en arriver là. Imaginez qu'aujourd'hui, vous prenez une coquille qui est relativement intacte, comme celle qui est juste au-dessus, et que vous la meulez. Ben, vous y laissez la meule. Donc on peut imaginer la longévité de ces animaux et les kilomètres qu'elles ont pu parcourir pour coloniser tout le bassin de Champagne. C'est quand même assez inouï, incroyable. On n'a toujours pas réussi à dater l'âge des plus grands spécimens. Des coquilles minces à l'âge adulte ou des coquilles un peu plus adultes avec un labre bien ouvert, bien ourlé et très épais. Donc on pense que ça pouvait vivre quelques siècles, ce qui n'est pas rien. Et elles ont disparu du jour au lendemain. Du jour au lendemain, évidemment, c'est façon de parler. Il a dû se passer quand même quelques siècles, voire milliers d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, l'hypothèse qui ressort la plus fréquemment, c'est l'épuisement des ressources nutritives, naturelles. Donc la matière première, sa raison de vivre. Elles étaient tellement nombreuses qu'on pouvait en trouver au moins 5 au mètre carré, ce qui n'est pas rien. Et ayant colonisé tout le fond de la mer à cette époque-là, eh ben, tout simplement, elles se sont auto-détruites. On va en prendre exemple. Sur les petits, voilà. Puis juste pour revenir là sur les grands, la longévité puis l'usure, voilà, de la coquille. Donc là on voit les traces d'usure et dans le sens pour appuyer cette longévité. Donc on a des traces d'usure donc sur une face de la coquille, mais vrai escargot aussi comme aujourd'hui, puisqu'il devait aussi pouvoir la faire un petit peu pivoter, puisque nous sur certaines coquilles on a plusieurs faces qui sont usées. Donc là, admettons, ils ont usé vraiment une partie de la coquille, donc ils ont dû, je sais pas, peut-être le sentir, hop, ils ont un peu fait pivoter la coquille, on a une autre face qui commence à être usée, en attendant que la coquille se recalcifie, etc. Donc c'est vrai que ça prouve quand même une belle longévité de ces animaux-là, et que voilà, c'était vraiment comme les escargots actuels. Alors, par rapport à ça, effectivement, le fuseau était traîné derrière, il frottait le sable. On a retrouvé à l'intérieur des premiers tours des dragées de quartz ou de silex à l'intérieur. Donc cet animal ingérait pour lester sa coquille, ce qui est assez comment dire, futé. Voilà. Et les costules que nous voyons servaient de stabilisateur. Donc c'était bien un animal qui vivait dans le sable, sur le sable. Donc ça servait de stabilisateur pour éviter d'être transbahuté par les courants ou comme une tortue d'être renversé. Et effectivement, quand un nouveau tour se constituait par l'animal, le temps que ça se constitue, hein, que le manteau sécrète les minéraux à la fois ingérés et de son organisme pour créer de la nouvelle coquille, et bien à un moment donné, ça crée un nouveau tour, donc tac, ça pivotait et ainsi de suite. Mais on imagine quand même la longévité, au vu de ça, c'est assez incroyable. Donc l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc on va revenir sur nos microfossiles. Donc on a évoqué les foraminifères tout à l'heure. Donc les foraminifères, voilà, c'est ce qu'on voit à l'écran. Ce sont des petits animaux qui restent à l'état microscopique sous la forme d'une coquille trouée, puisque foramen du latin, voilà, ça veut dire trou. Donc voilà, comme je disais, ces microfossiles-là, entre autres les foraminifères,
sont donc des bioindicateurs, donc vont nous permettre un petit peu d'établir, d'évaluer l'environnement, la population du passé. Chaque foraminifère a sa forme de coquille, donc suivant voilà, la coquille qu'on va trouver étudiée, ça va nous donner le nom, l'espèce de ce foraminifère. Donc là, à l'occurrence, on est sur les petits alvéolina, et là on est sur 0, peut-être 1 mm, 2 mm. Donc là, voilà, c'est suite au tamisage. On regarde ça au microscope à la binoculaire pour pouvoir identifier ces petites choses. Des oursins minuscules, alors on a des plus grands oursins, mais donc on a aussi des plus petits oursins qui, eux aussi, hein, à l'âge adulte, restent à l'état microscopique. Donc voilà des petits oursins. Voilà. Des coraux, donc là pareil, ce qu'on a des éléments de coraux, c'est pas très grand, hein. Donc là pareil, hein, c'est vu à la binoculaire, et puis ça peut aussi rebondir sur le sens voilà, de la coquille du campanile qui venait se lester avec du quartz, puisqu'on a certains coraux où on a au bout du corail des petits éléments de quartz également, qui devaient permettre donc à l'animal, parce que le corail est un animal, de se lester dans le fond pour pas être voilà, baladé à travers des courants marins qui devaient être voilà, sur une mer bien agitée. Donc voilà, avec ces toutes petites choses-là, hein, je dis ça fait quelques millimètres, on peut déterminer que manifestement, on avait des courants marins assez agités. Les algues, voilà, pour la végétation dont on a évoqué, donc ouais, c'est pas souvent hein, qu'on a, enfin pas souvent, c'est pas assez rare qu'on a des éléments végétaux. Donc ce qu'on a, on va dire le plus, voilà, c'est ces éléments d'algues là. Donc là, c'est ce qu'on appelle des ovulites. Donc pareil, hein, c'est microscopique. Ça en plus, c'est tout creux, c'est tout fragile. Nous, ce qui nous permet de les détecter, de les récupérer, c'est on met le sable dans l'eau et vu que c'est creux, ça flotte, donc on peut récupérer ça. Donc les ovulites, voilà, c'est ces algues qui ressemblent aux varechs actuels. Voilà, donc là une reconstitution, on voit c'était des petits sacs qui composaient la branche de cette algue. Donc voilà une reconstitution de plusieurs ovulites, on va dire, assemblés, donc qui donnaient cette algue, ce varech, on va dire, lutétien. Pas que. Il y avait comme aujourd'hui en Méditerranée des petites laminaires, hein, comme des herbes. Hein, il y avait aussi des petites collerpes, des choses comme ça, hein, qui sont les descendants actuels, mais qui devaient forcément exister à l'époque. On retrouve les spécialistes, vraiment il y a des gens pointilleux qui sont spécialisés dans un domaine parce que la paléontologie est tellement vaste que on ne peut pas tout faire, tout voir, mais il y a des gens qui aiment bien se spécialiser et qui étudient de près tout ce qui est petit, soit dans les algues, soit dans les animaux, et chacun y trouve son bonheur. Hein, voilà. Et là, a priori, des dernières recherches qu'on nous a fait faire, puisque nous, à la cave, voilà, on n'a pas toute la science infuse, et on a même des fossiles qui sont à l'échelle nano, donc des nanofossiles. Donc nous, on n'a même pas les outils hein, pour les voir. Donc là, voilà, ce sera aussi éventuellement l'objet d'autres études et d'autres développements dont on pourra essayer de parler, enfin, en tout cas nous à la cave au coquillage. Mais voilà, ces nanofossiles-là, donc voilà, on va vraiment de l'escargot de 60 cm à des choses qui font en dessous du millimètre. Donc, encore une fois, pour illustrer la diversité de cette faune et de cette flore qu'il pouvait y avoir au Lutétien en Champagne, entre autres. D'ailleurs, moi je vous engage à aller visiter cette fameuse cave au coquillage parce qu'il y a franchement des petites scénographies très très sympathiques concernant ces microfossiles où vous avez dans une éprouvette au bout d'une aiguille la pièce réelle. Il faut vraiment avoir des sacrés loupes pour distinguer quoi que ce soit. Et vous avez sur une petite glace en dessous la reproduction agrandie et c'est vraiment extraordinaire. Donc ben voilà, on va peut-être passer à la continuité. Puisque le sol d'aujourd'hui a un impact sur notre vie actuelle, si je peux dire, puisque donc c'est un petit peu le sous-sol aussi, donc pour notre culture de la vigne qui nous concerne en Champagne, et pour la vigne qui va donner un petit peu certaines caractéristiques à ce qu'on fait ici, notamment le champagne. Donc nous, là voilà, ce qui est bien avec cette conférence et la cave au coquillage, c'est qu'on a cette double identité géologique et œnologique pour rebondir sur l'environnement actuel et le fait que le sol, qui a 45 millions d'années, a des influences et un impact sur la culture actuelle de la vigne. Donc là, on a, donc ça c'est chez nous, donc c'est Thierry qui a fait les illustrations.
Et on a donc essayé de relater, de raconter cette influence et cet échange géo-œnologique qu'on a entre la vigne et le sol. Hein, comme je le disais, chaque sous-sol est caractéristique, est composé d'éléments minéraux qui lui sont propres. Et ces caractéristiques-là vont servir de nutriments et d'aliments à la vigne. Donc, suivant sur quel sol on va se situer, eh ben, la vigne va se nourrir de chaque élément du sol qu'elle va trouver en profondeur hein, grâce à son système racinaire. Et donc venir se nourrir de tous ces éléments nutritifs et suivant aussi après comment on travaille notre vin, ce qu'on veut en faire, c'est des caractéristiques géologiques qu'on peut retrouver à la dégustation en tant bien au nez qu'au goût. Il faut être aussi peut-être un peu sensible à ça. Donc nous en Champagne, on a trois, on va dire, grands sols. Donc Vallée de la Marne, on l'a déjà évoqué, on est sur un sous-sol sableux, calcaire sableux. Côte des Blancs, on est sur de la craie. Et puis sur la montagne de Reims aussi, on est plus sur de l'argile craie. Donc on a déjà bien trois sous-sols géologiques où on pourra donc avoir trois influences et trois différences œnologiques au niveau des vins. Donc nous, voilà, on a orienté ça sur notre côté sableux, puisqu'on aura des caractères très iodés au niveau de nos vins, en tout cas au niveau de Fleury-la-Rivière, d'autant plus que voilà, sur notre partie vigne, le fils de Monsieur Legrand, créateur de la cave au coquillage, s'occupe des vignes et convertit en culture biodynamique, et lui, il va accentuer cet échange et cette relation sol-vigne. Donc on aura du coup un caractère très iodé, puisque les coquillages et le sable ont emprisonné tous ces éléments, ces ions d'iode qui étaient présents dans la mer, et en se désagrégeant, l'iode va se libérer dans le sol, et puis la vigne, voilà, avec l'enchaînement, va venir se nourrir de tous ces petits éléments iodés. Et, donc on aura une salinité, voilà, j'exagère un peu, mais vraiment un caractère très salin, marin au niveau des vins, si peu aussi qu'on dose, donc on met très peu de sucre au niveau des vins. Donc une même vigne plantée dans deux sols différents donne pas les mêmes arômes ni les mêmes saveurs au vin. D'où les variétés nombreuses de Champagne. J'ai une anecdote à ce sujet. Un jour, j'étais du côté d'Avise, je prospectais dans les vignes, je regardais ce qui affleurait comme spécimens, petites coquilles et tout, ce qu'on en trouve un petit peu partout. Je suis tombé sur l'exploitant qui m'a dit « Ah, ben oui, bah, venez, tiens, je vais vous faire goûter mon champagne. » Très bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, c'est pas mal, hein, il y a un bon petit coup, un petit arrière-goût iodé. J'en étais sûr, c'est cochonnerie de coquillage, c'est de la crevette. Donc voilà, c'est quand même bien connu que le sol, et c'est aussi ce qui fait la renommée de la Champagne et du Champagne, c'est qu'on a des sols très riches et qui sont vraiment, voilà, le sol sert à la vigne, on va pas se mentir. Donc là, ici, on a Geoffrey Orban, qui a aidé aussi à faire le petit schéma là qu'on a vu avant. Donc il s'est un peu spécialisé dans cette étude du sol et donc sur son influence sur les vins. Donc là, bah, on voit, du coup, c'est assez parlant, on le voit avec un verre où il a dilué un substrat, donc là, je sais pas où ça a été fait, et donc dans son autre verre où il a un vin. Donc voilà, du coup, pour ressentir cette minéralité qu'on peut avoir dans chaque sol. Donc la même chose, on trinque avec du sédiment différent qui peuvent donc donner des caractères différents à chaque vin. Donc là, de nouveau, hein, on a voulu illustrer ça aussi à la cave. Donc avec nos fossiles, donc là c'est une reconstitution d'un sous-sol argilo-sableux, voilà, ce qui est représentatif du secteur de Damery, Fleury-la-Rivière, où on a une poche d'argile en dessous, notre sable fossilifère, avec les pieds de vigne en dessous, donc ils vont venir rechercher et puiser toutes ces ressources minérales-là qu'elles vont trouver dans le sol. Alors, le paysage que l'on connaît aujourd'hui est bien loin de ce que nous avons pu apercevoir en amont, avec ces belles lagunes, ces sols horizontaux, ces dépôts sableux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, dans l'échelle des temps, il y a eu tellement de remaniements des sols. Il y a eu des glissements de terrain, il y a eu des tassements de terrain, et ce qui s'est passé aussi, il y a eu une forte érosion fluviatile de tous ces terrains, ce qui a créé aujourd'hui les vallées que nous connaissons. Au départ, la Paléo-Marne était beaucoup plus large qu'actuelle. Quand on regarde la vallée de la Marne, quand on est sur un des sommets au pied des forêts, quand on voit la largeur, imaginez que l'eau arrive à nos pieds. Donc toute cette eau a creusé effectivement et modelé ce paysage.
Donc énormément de sédiments ont été brassés et c'est ce qui a permis effectivement de mettre à jour toutes ces couches que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc là c'est encore aussi pour terminer, pour illustrer cette, on va dire, cette fusion, cette relation sol-vigne. Donc là encore une petite sculpture réalisée par Thierry, voilà, qui fait un peu de l'or avec n'importe quoi dans les mains. Donc là où on a notre Saint-Vincent régional, sculpté dans nos sables lutétiens, a priori difficile à sculpter puisqu'il y a tellement de coquillages que dès qu'il y a un coquillage qui va gêner à la sculpture, voilà, ça va un petit peu ralentir le travail. Et puis sur le bloc, un petit peu en dessous, on voit le campanile. Donc c'est pas nous qui avons rajouté le campanile, le fossile, hein, c'est vraiment un bloc qu'on a donné brut à Thierry. Et donc, pour moi, en tout cas, ça illustrait bien cette relation sol-vigne hein, avec donc Saint-Vincent, la vigne, le vin, dans le sable lutétien, et puis avec donc, notre espèce emblématique lutétien en Champagne avec le campanile. Mon dos s'en souvient, hein, parce que pour mettre ce bloc-là dans la voiture, je peux vous dire qu'au départ, là, il y a les 2 tiers qui sont partis quand même. Hein. Effectivement, dès qu'il y avait une coquille, c'était un petit coup de meule, hein, il n'y avait pas trop le choix, hein, parce que sinon c'était détruire la sculpture. C'était un bon défi. Voilà. Il mesure environ 70 cm. Et donc voilà, pour encore de nouveau réaccentuer cet aspect sol-vigne. Donc là on est sur les vignes du domaine, on va dire, de la cave au coquillage, avec cette culture biodynamique et ce respect du sol. Donc on voit Thibault Legrand là tout au bout. Donc il a vraiment changé ses méthodes de culture. Donc quand je dis qu'il accentue cette relation entre le sol et ses vignes, donc la culture biodynamique, c'est apprendre aux vignes à se nourrir au maximum de tout ce qu'elles vont avoir dans le sol. Il fait le moins de traitement possible. Il va aussi apprendre à ses vignes, lui Thibault, à se nourrir de ce qu'elles trouvent à l'extérieur. Il va planter des arbres dans ses vignes. Et puis donc voilà, ses tondeuses, ses moutons, voilà, pour vraiment essayer au maximum de minimiser l'impact, on va dire, des machines sur ses vignes et sur le sol en tout cas. Et il pousse lui vraiment cette chose en assemblant ses vins en fonction des strates géologiques dans lesquelles ces vignes sont plantées. Donc suivant où ces parcelles sont implantées, il va assembler ces vins différemment. Donc là je vais même un peu faire la promotion, si je peux dire, de son champagne, donc qui n'est pas encore on va dire, dégustable au grand public, mais ces nouvelles cuvées ont le nom de certaines strates géologiques, notamment l'Yprésien, et aussi de l'Éocène, donc ça c'est la période géologique dans laquelle va s'inscrire le lutétien. Donc lui vraiment il fait d'une unité de ces 2 éléments-là, du sol jusqu'à la vigne, le vin. Moi, je pense que ça touche à sa fin. Question-réponse, si ça vous dit. Ça fait 1 heure. Bien, donc un immense merci hein, Frédéric. Merci Thierry. Avant de laisser la parole à la salle, je voulais juste dire quelque chose, que c'est vrai que j'essaie de le souligner, nous essayons de le souligner à chaque fois, hein, donc vous savez, on le dit régulièrement, donc ce musée, en tout cas le parcours du musée, s'est construit avec beaucoup de personnes, beaucoup de conseils scientifiques, beaucoup d'accompagnement, et c'est vrai que pour la partie géologie, nous avons eu l'accompagnement de la cave au coquillage qui nous a fait un magnifique don, hein, ce fond marin que vous connaissez certainement, qui se trouve donc juste au centre de la salle géologie. Et moi, c'est vrai que je garde en tête aussi beaucoup d'échanges, de gentillesse et de bienveillance en fait pour les personnes de la cave, de l'association de la cave au coquillage, qui nous ont accompagnés, qui nous ont renseignés, documentés sur ce qu'on pouvait dire aussi. Et quand on fait les visites guidées, c'est extrêmement important. Donc merci à cette belle association que j'ai découvert en arrivant ici, donc avec toutes ces belles choses. Donc merci encore. Et donc voilà, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions sur ce que vous venez d'entendre. Je vois que vous êtes comblé. Sinon, merci de ne pas poser les questions auxquelles on ne pourrait pas répondre déjà. J'ai peut-être juste une question, peut-être en lien avec ce que vous proposez, parce que vous avez parlé à la cave de coquillage du sous-sol, évidemment, la nature du sous-sol va impacter sur le goût qu'on a envie. Vous faites aussi des tests par rapport au type de cépage que vous allez pouvoir planter ?
pas du tout sur la partie vigne, hein. Mon truc c'est plus les coquilles et les fossiles. Mais je pense que donc on a vu là quelques images de Geoffrey Orban. Donc il a collaboré avec lui sur voilà, la composition de ces sols, puisque ça va jusque là, hein. Ils vont faire des études sur la composition des sols. Et donc je pense que oui, ils ont collaboré sur quel cépage. Alors après, Vallée de la Marne, ils ont quand même un cépage de prédilection. Puis voilà, vu que je connais pas assez le domaine, mais lui vraiment il fait des études géologiques, enfin sur ce que pourront être ces vins. Il fait vraiment. D'ailleurs, ces futurs champagnes ne seront pas du tout dosés en sucre pour faire ressortir toute la minéralité qu'il y aura dans les vins. Donc, je vais en profiter pour poser la question à Thierry, parce que Frédéric, j'ai eu l'occasion de lui poser la question plusieurs fois. Tu parlais finalement d'épuisement de ressources, peut-être de surpopulation. Personne ne prédate le campanile. C'est la question que je voulais poser. A priori, non. Il n'y a aucune trace de prédation sur le campanile. Ce que je regrette, à mon grand dam, c'est qu'ayant côtoyé le Muséum d'histoire naturelle de Paris quelques années, personne ne s'est lancé dans l'étude du contenu de la coquille et du sol, du sédiment autour, pour voir ce qu'il avait pu ingérer, de quoi se nourrit-il exactement. Même si c'est du sable, ce sont des dépôts, il y a toujours des restes. Et personne ne s'est lancé là-dedans. C'était une entreprise assez insensée, mais ça aurait pu éclairer sur la vérité. Mais en tous les cas, la démographie, effectivement, et l'épuisement de la ressource naturelle est la seule voie possible dans l'immédiat. Et une autre question pour Frédéric. Comment on fait pour réserver une visite à la cave au coquillage ? il faut nous appeler. Voilà. Et sinon, on a notre réservation en ligne aussi également pour faciliter des fois l'arrivée quand on a en période de forte affluence. Voilà, on a une plateforme de réservation en ligne, mais sinon un simple coup de téléphone. Mais nécessaire de réserver, donc là on arrive en période estivale, on va avoir beaucoup plus de monde. On est restreint au niveau des places, des effectifs des visites. Donc voilà, c'est fortement conseillé d'appeler pour réserver vos places pour une visite. Moi j'ai une question sur les mastodontes qu'on a vus au début, là, les grosses bêtes. Elles ont une tête assez spéciale. Il y a une raison à ça ? On connaît la raison ou pas ? Oui, c'est un physique plutôt particulier, puisque ce sont des animaux qui se servaient de leur protubérance comme une des pelles pour aller ramasser des algues, effectivement, et les ramener dans l'orifice buccal. En regardant l'oiseau dont je n'ai pas retenu le nom, l'oiseau méchant, carnivore. Merci. Il a vraiment, il m'a fait penser au dodo de l'île Maurice. Et vous aviez parlé de Madagascar. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a un lien, en fait, ou est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été... Oui, il y a un lien plus ou moins génétique. On va dire qu'en fait, les morphologies, c'est comme l'humain. Hein, c'est développé chacun dans son coin avec les mêmes morphologies en fonction de la nutrition, du climat et un tas de choses, un tas de critères. Ces animaux-là ont perduré, sont devenus ce qu'on appelle les apiornis de Madagascar. Aujourd'hui, il y a un trafic sur les œufs qui sont des œufs que l'on retrouve dans les dunes du littoral, qui sont fossiles, pas tout à fait, puisqu'ils sont assez récents. Mais il y a un trafic où on a retrouvé à Roissy des œufs qui sont vendus au marché noir. Ces œufs, quand même, ont une contenance de 10 litres. Merci. Une question de total profane, puisque les bestioles n'existent plus. Comment vous faites pour les reconstituer ?
Ben, c'est comme un petit peu les reconstituteurs de dinosaures. On ne connaissait pas la couleur, on ne savait pas s'ils avaient des poils, s'ils avaient des plumes. Au fur et à mesure que la science évolue, que les technologies évoluent, et puis que les découvertes aussi font beaucoup parler, on modifie, on réadapte les choses au fur et à mesure. À savoir que, par exemple, le T-Rex ou le Raptor étaient couverts de plumes. Donc, puisque ce sont des animaux aviaires avec un bassin d'oiseaux, avec des os creux, donc d'où la légèreté. Alors, donc, on imagine des vaisseaux qui font des tonnes, pas du tout. Voilà. Donc tous les faciès, les physiques se développent en fonction, pareil, du climat, de la nutrition, des besoins de survivance, quoi. Hein. Voilà, quelle que soit l'espèce. Ce qui nous permet aussi un petit peu de se donner un petit visuel assez juste des espèces, ce à quoi ça devait ressembler. Donc, même si certaines espèces lutétiennes ont complètement disparu, encore aujourd'hui, pour la plupart, on a des descendants actuels. Alors, c'est plus des cousins que des descendants directs. Et du coup, avec l'observation des milieux marins d'aujourd'hui, on peut un petit peu se donner un aperçu de ce à quoi ça devait ressembler. On a des espèces, alors, les cônes notamment, que nous on a, donc à l'état de lutétien, on va dire, qui existent. Les cônes, ce qu'on appelle encore aujourd'hui les cônes, sont des espèces venimeuses et bizarrement toujours sur des mers chaudes et tropicales où on peut trouver. On a d'autres espèces aussi. Alors moi, c'est l'anecdote que je retiens quand j'avais eu des enfants en atelier. Je leur avais fait nettoyer des fossiles et puis ils m'ont dit « Ah ben c'est des lambis, c'est ce qu'on mange en salade ». Donc la coquille que je leur ai donnée lutétienne, ils ont fait le parallèle avec des coquilles qu'ils ont chez eux. Alors c'était la Guadeloupe, je crois, des gens qui venaient de Guadeloupe. Ils m'ont dit « ça, on les mange en salade ». Donc voilà, c'est que la coquille, entre le lutétien et aujourd'hui, elle a assez peu évolué. Alors pour revenir là-dessus, ce que vous me disiez, madame, ce qui est important, ce sont les dentitions. Et les dentitions déterminent énormément les physionomies de l'animal qui les portait. Donc ça attribue directement la catégorie, l'espèce en question. Que ce soit des pachydermes ou autres, ou des félidés, ou des canidés, ou des herbivores, ou des... Voilà. Donc ça, c'est toujours, ça passe par les dents. Après, ce sont des reconstitutions, des vues d'artistes, n'est-ce pas, pour remettre un petit peu la peau et les os, pour avoir la forme. Mais il y a beaucoup de spécialistes qui font ça bien au musée d'histoire naturelle de Paris, où il y a des belles reconstitutions, comme les musées de préhistoire, hein, du reste. On reconstitue aujourd'hui, avec les technologies et les matériaux d'aujourd'hui, le latex et où, parfaitement des Néandertaliens, et j'en passe. Hein. Donc, ça, après, effectivement, tout est lié. Le lutétien, quand même, est très proche des faunes actuelles. Donc, au niveau descendance, il n'y a pas loin. À savoir que paléontologie et malacologie étaient deux sciences distinctes, différentes à l'époque. Et c'était la guerre entre les deux. Chacun ne voulait rien savoir. Chacun travaillait dans son coin. C'est comme en l'égyptologie, du reste. Et aujourd'hui, ils se sont tous mis d'accord. Il y a une révision complète des coquilles. Donc, on retrouve effectivement les Strombidae, comme Frédéric le disait à l'instant, qui sont les descendants directs de ceux qu'on trouvait au Lutétien et qui sont à l'actuel aujourd'hui. Enfin, ils sont classés dans le même ordre qu'à l'époque. C'était un genre inconnu qui a été nommé comme ça parce que ben voilà, il n'y a pas d'équivalent et puis ils ne se prenaient pas la tête. Maintenant, les uns et les autres s'associent plus facilement et les choses s'améliorent. Voilà. D'autres questions? Bien. Bon, on espère que vous avez été ravis de cette petite heure passée avec nous. Ça a été un peu rapide, mais bon, c'est succinct parce qu'évidemment, le sujet est tellement vaste qu'on pourrait y passer la nuit. Et, voilà, ça vous donne quand même une bonne idée de ce que ça pouvait représenter sommairement. On peut emmener les enfants à partir de quel âge? Qui marche. Après, pour les plus petits, c'est sûr que ce ne sera pas compréhensible quand voilà, des commentaires de visite, mais après, ça reste très visuel. Donc, nous, en tout cas, on essaie de rendre ça visuel pour en prendre plein les yeux et que même si on ne retient pas tout, en tout cas, ça reste au niveau des images dans la tête. Ce qui est intéressant, bon, je ne vais pas vendre la cave au coquillage parce que je connais M. Legrand depuis plus de 20 ans maintenant. Je l'ai vu acquérir cette ferme qu'il a restaurée, ses anciennes sablières creusées pour le bâti, qu'il a réaménagé, qui s'est mis à creuser.
Aujourd'hui, ça représente plus de 300 mètres de galeries creusées dans ce sable, dans ce tuffeau. Vous avez des coquillages du sol au plafond. Il y a toute une scénographie qui a été mise en place, dès l'accueil jusqu'à la sortie sur le champagne voilà, et l'œnologie. C'est très agréable à voir et c'est surtout unique au monde et très très surprenant. Voilà. Bien. Bien, écoutez, merci encore, merci infiniment. Alors du coup, pour faire suite, je vais vous annoncer le programme à venir pour le musée. Parce que voilà, on arrive sur le mois de mai, on va avoir une programmation extrêmement dense de nos événements. Si vous n'avez pas encore l'agenda, je vous invite à en récupérer un à la sortie. Vous irez voir mon collègue Romain qui vous en distribuera. On commence déjà dès la semaine prochaine, mercredi, avec l'ouverture de notre première exposition temporaire, le musée Regard photographique de Pierre-Olivier Deschamps et Anthony Supply. Donc une expo photo qui vous permet de retracer complètement le chantier de réhabilitation du Château Perrier. Donc expo magnifique, avec aussi à l'intérieur donc toute une partie de campagne participative où on va vous demander de donner votre avis. Finalement, qu'est-ce que vous voulez voir dans ce musée? Quelles sont les actions que vous voulez voir? Et puis pour vous, c'est quoi un musée tout d'abord? Voilà, donc n'hésitez pas, c'est quelque chose qu'on tient, toute l'équipe du musée tient énormément, c'est-à-dire vous donner la parole. Qu'est-ce que vous voulez voir de ce bâtiment commun qui nous appartient à tous? Donc, qu'est-ce que vous voulez voir y faire? Qu'est-ce que vous voulez y découvrir? Devant quoi vous voulez vous émerveiller? Donc, toute cette campagne participative, on vous y invite donc à partir de mercredi prochain. Si on continue un petit peu dans le temps, dimanche 8 mai, donc là aussi ça va venir vite, une animation spéciale en lien avec les lycéens de Stéphane Hessel. On organise toute la journée une grande murder party. Donc, c'est plutôt à destination des adolescents. Donc, il faudra vous y inscrire. Donc c'est un jeu d'enquête à l'étage champagne, et pour les plus petits ou pour les familles, vous allez avoir des activités donc à l'étage archéologie, des jeux des 7 familles ou des jeux de rôle par exemple. Si on continue un petit peu dans le temps, on arrive au samedi 14 mai, c'est la nuit européenne des musées. Donc là on vous invite à partir de 20h jusqu'à minuit à découvrir nos collections, mais surtout avec des focus sur l'exposition temporaire. On fera le lien finalement entre ce que vous pouvez découvrir ici et finalement le chantier de réhabilitation, mais aussi plein d'autres surprises. Un concert, des visites théâtralisées avec un spectacle d'improvisation théâtrale. Donc plein de belles surprises pendant 4 heures. Venez en nombre, venez avec vos amis et votre famille. Et enfin, prochaine conférence, donc cette fois-ci c'est jeudi 19 mai, liée aussi à cette exposition, le musée, un chantier de réhabilitation. Et là nous avons le privilège de recevoir Catherine Frénac et Béatrice Julien, qui sont les architectes, donc chefs du projet maîtrise d'œuvre, qui ont réalisé ce chantier de rénovation et qui viendront vous présenter directement, dans cette même configuration ici, tous les petits détails, finalement, tous les sens de ce projet de réhabilitation. Quel est le sens de tout ça? Vers quoi on allait? De quoi on partait? Comment tout ça s'est organisé? Donc là aussi, c'est vraiment un temps, vous connaissez, pour vous qui avez l'habitude de venir dans ces conférences, voilà, vous avez vu qu'on est sur un petit endroit. Donc là, vous serez au plus près des architectes pour leur poser toutes ces questions. Voilà. Comment ce projet est né, de quoi il parle, quelle est cette idée? Donc vous le voyez, donc un mois de mai riche, c'est que le début, il y a des choses encore très riches qui s'annoncent pour la suite, donc je vous invite vraiment à les découvrir dans l'agenda. Et si vous n'y êtes pas encore inscrit, il y a des fiches pour la newsletter. Là aussi, si vous voulez avoir l'information tranquillement sur votre smartphone ou votre boîte mail, complètement gratuit, donc n'hésitez pas. Bonne soirée encore, merci. Merci à nos conférenciers et à très bientôt. Au revoir.